J'imagine que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Du moins, je vous le souhaite sincèrement. Chaque fois que je m'apprête à aborder ce thème, je me vois contraint de poser les bases, de clarifier ma position dès le départ. Non pas par plaisir, mais parce que je tiens à éviter tout malentendu. Il est crucial pour moi que l'intention derrière mes mots soit limpide, tout comme les principes que cette émission cherche à défendre des valeurs humaines éthiques et profondément enracinées dans un amour sincère pour le pays. Le sujet, il est brûlant. Il touche un nerf à vif, celui des généraux algériens enfermés dans des prisons militaires. Il s'agit de détentions marquées par des abus d'injustice criantes, de traitements dégradants. Et ce que nous dénonçons ici, c'est une atteinte flagrante à leur dignité, que ce soit sur le plan humanitaire moral ou au nom même de l'engagement patriotique qu'ils ont jadis incarné. On parle ici d'hommes de vrais pas de numéros sur un dossier, des êtres humains avec une chair, une âme, une dignité. Et justement parce qu'ils sont humains, personne, je dis bien personne, n'a le droit de les piétiner gratuitement avec cruauté, en salissant leur corps ou en brisant leur esprit. La justice, la vraie, ne se nourrit ni de vengeance ni de sadisme. Elle ne condamne qu'avec des preuves solides, pas avec des rumeurs ou des règlements de compte. Torturer, humilier ou détruire quelqu'un sous prétexte de loi? Non, ça n'a rien de juste. Ça s'appelle autre chose, mais sûrement pas de la justice. Ces généraux et hauts gradés dont on parle depuis des jours, ce ne sont pas des saints, certes, mais ce ne sont pas non plus des traîtres à fusiller. Ce sont des hommes qui ont donné leur jeunesse, leur énergie, leur carrière à la colonne vertébrale de l'État algérien, l'armée. Oui, il est possible qu'ils aient fauté, qu'ils aient dérapé, peut-être même gravement. Et s'ils l'ont fait, qu'ils répondent de leurs actes. Mais ce qu'ils ont accompli au service de la nation, ça, personne ne peut l'effacer. Leur engagement, leur sacrifice, leur loyauté envers l'institution militaire méritent qu'on les reconnaisse même si la justice doit passer. Soyons clairs, ces hommes auraient très bien pu choisir une autre voie. Ils auraient pu grimper les échelons dans d'autres institutions de l'État, trouver refuge dans des postes tranquilles, loin des terrains minés et des risques de l'uniforme. Mais non, ils ont choisi la voie la plus rude, la plus exposée, servir l'armée. Et rien que pour ce choix, pour cet engagement volontaire dans la colonne vertébrale de la nation, ils méritent qu'on les regarde autrement, avec décence, avec reconnaissance, et surtout avec ce minimum d'humanité qu'on semble avoir oublié dans certaines geôles. Notre boussole dans cette émission, c'est la morale, c'est l'éthique. Et on ne cessera de le rappeler dans un état de droit digne de ce nom, on ne fait pas payer toute une famille pour les actes supposés d'un seul. Et même cette personne-là, elle n'a à répondre de ses actes que si, et seulement si, la justice est capable d'apporter des preuves concrètes, irréfutables de sa culpabilité. Sinon, ce n'est pas de la justice, c'est du règlement de compte maquillé. Jamais, au grand jamais, une institution digne de ce nom, qu'elle s'appelle justice, pouvoir ou autorité, ne devrait s'attaquer aux proches d'un détenu. Tendre la main à la vengeance pour frapper les enfants, accabler les épouses, faire payer les familles, c'est ignoble. C'est une négation de l'humanité. C'est la barbarie dans sa forme la plus crue, la plus lâche. Et qu'on le sache, c'est moralement indéfendable et éthiquement intolérable. D'ailleurs, ce que je m'apprête à vous dévoiler dans cette émission, c'est loin d'être un simple récit. Ce sont des faits, des témoignages, des vérités que personne n'ose dire, des dizaines, voire des centaines de familles, de hauts gradés emprisonnés depuis 2019 pour certains, 2020 ou 2021 pour d'autres, vivent un cauchemar silencieux, isolés, ignorés, abandonnés dans l'ombre comme si leur souffrance n'avait aucune valeur. Et pourquoi ce silence? Par peur. Oui, ces familles vivent dans la crainte. Car soyons francs, même si on veut encore croire à l'idée d'une justice militaire équitable, on sait tous que dans la réalité algérienne, qu'elle soit militaire ou civile, l'indépendance judiciaire est un mythe. Un mirage qu'on brandit mais qui n'existe que sur le papier. À Blida, Ouargla, Constantine ou ailleurs, les jugements rendus dans les tribunaux militaires n'ont rien eu de procédure judiciaire sérieuse. C'était du plié en vitesse torché en quelques audiences. La sentence était presque déjà prête avant même que les accusés n'entrent dans la salle. Et parmi les presque 300 hauts gradés généraux officiers supérieurs emprisonnés depuis 2019, un détail revient encore et encore, tous sans exception, avaient un point commun.
Non, ce n'étaient pas forcément des corrompus, c'était surtout des gêneurs, des rivaux, des têtes qui dépassaient, des hommes qui un jour ou l'autre ont osé contester ou se heurter aux figures qui aujourd'hui verrouillant le sommet du pouvoir en Algérie. Mais la mécanique infernale ne s'est pas arrêtée là. Ce n'était pas suffisant d'abattre les têtes, non. Il a aussi fallu s'acharner sur les innocents, on a élargi la punition, on a franchi ce qu'on appelle les lignes rouges, les limites du tolérable. À force de cruauté, on a fini par glisser dans l'abjecte allée jusqu'à faire payer les familles. Et pire encore, les museler. Interdit de parler, interdit de crier, interdit même de pleurer trop fort. Sinon, gare aux représailles. Voilà où nous en sommes. Je vais vous parler concret du réel du vécu. Prenons un nom, le général-major Rachid Chouaki, décédé en août 2023. À peine ses enfants avaient-ils refermé la tombe de leur père, un homme qui avait dirigé pendant des années le département des industries militaires, que déjà la machine de l'oubli se mettait en marche. Des preuves de culpabilité? Aucune, rien, nada. Pas un seul élément sérieux n'a été montré au public. Vous imaginez à peine le temps de sécher leurs larmes qu'on leur arrachait ce qu'il leur restait. Et ce n'est pas tout. Ce général, il est mort derrière les barreaux, à 73 ans, en prison. Vous ressentez l'injustice? Vous voyez l'absurdité? À cet âge-là, avec une santé fragile, un homme n'a rien à faire dans une cellule. Dans les pays dignes de ce nom, un détenu gravement malade est placé sous surveillance médicale assigné à résidence, mis sous bracelet électronique mais certainement pas enfermé entre 4 murs humides. Là, on parle d'une sentence déguisée en euthanasie lente. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois leur père enterré, la famille Chouaki a reçu le coup de grâce expulsé de chez elle. Oui, littéralement mise à la porte. Leur maison confisquée. La mémoire du défunt piétinée. C'est ça la justice qu'on leur a servi. Et cette fameuse maison, parlons-en. Ce n'était pas un palais doré, ni un bien mal acquis au fin fond de la Riviera. Non, juste une maison dans une cité réservée aux militaires quelque part dans la résidence du 11 décembre à Ibrahim. Un logement modeste, mais légalement acheté par le général Chouaki de son vivant. Oui, avec ses économies, ses fiches de paie, bien réelles, parce qu'en tant que général, il gagnait mieux que la moyenne nationale. Rien de luxueux, rien d'illégal. Tout était régulier, carré, transparent. Et pourtant, malgré l'absence totale de preuves d'un quelconque financement douteux, ce bien fut arraché à sa veuve comme si c'était un butin volé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mort de Chouaki aurait dû clore le chapitre, par décence, par respect au moins pour sa dépouille. Mais non, le pouvoir algérien n'a pas lâché prise. Il s'est acharné encore et encore, comme si l'homme même enterré représentait toujours une menace. Alors on s'est vengé non plus sur le militaire, mais sur ceux qui portaient son nom sur les siens. Ce n'est donc pas seulement un homme qu'ils ont laissé mourir affaibli, sans soin en prison, alors qu'il n'aurait jamais dû y être. Non, ils ont aussi brisé sa famille. J'insiste, un général-major pilier de l'industrie militaire pendant des années, et à la fin, sa famille jetée dehors, à la rue, sans rien. Et parmi ceux qui restent, il y a son fils. Oui, il a un fils. Il rêvait de mariage, de construire sa vie. Il voulait simplement se marier. Rien de fou, rien de luxueux. Il possédait une Polo. Oui, une modeste Volkswagen Polo, pas une berline blindée ni un bolide de millionnaire. Et c'est à partir de là que tout bascule. Ce que je vous révèle ici n'est pas une anecdote banale, c'est un miroir, une loupe sur ce qu'est devenue l'Algérie sous le poids de la Ogra. Car ce fléau, cette injustice systémique, elle n'épargne personne. Elle frappe au hasard, elle frappe large, que vous soyez fils de général ouvrier agriculteur ou simple électricien, la Ogra vous rattrape. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un cas isolé, mais d'un mal national. Le fils du général Rachid Chouaki, ce jeune homme qui n'a rien demandé à personne, voulait vendre sa voiture pour pouvoir financer son mariage. Un rêve tout simple, très humain, et pourtant, on le lui a interdit. La voiture saisie, comme si c'était un bien suspect, un trophée à confisquer. Pourquoi? Parce qu'il porte un nom, parce qu'il est le fils de... Voilà la logique absurde qu'on impose aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble l'injustice quand elle se glisse dans les détails du quotidien. Sérieusement,
On voudrait nous faire croire que la petite Polo du fils de Rachid Chouaki est impliquée dans des affaires de corruption, qu'elle serait quelque part contaminée par les péchés supposés de son père. Il faut arrêter. Depuis quand un corrompu investit dans une Polo? Si vous détournez des millions, vous achetez quoi? Une Polo de seconde main, non. Vous roulez en Porsche, en Mercedes décapotable ou au minimum en 4x4 de luxe blindé avec siège chauffant et chauffeur personnel. Faut être logique un minimum. À l'époque de Bouteflika, une Polo, c'était la voiture du peuple. Ni signe de richesse, ni symbole de pouvoir. Et pourtant, on lui a confisqué cette voiture, on l'a empêché de la vendre, empêché de récupérer 3 sous pour financer son mariage. Sérieusement, c'est ça qu'on appelle justice, c'est ça qu'on prétend être un état de droit. Non, c'est autre chose. C'est la ogra pure, nue, brutale. C'est de la méchanceté institutionnalisée. C'est cruel. C'est petit, c'est ignoble, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que beaucoup de ces généraux emprisonnés ont laissé derrière eux des enfants qui, contrairement aux clichés, n'ont jamais nagé dans les privilèges. La plupart ont étudié, ont travaillé dur, sans piston ni passe-droit. Et croyez-moi, je n'ai jamais ménagé ces généraux que je vous cite, Léam Abdelkader, Léam le général Schramm. Tous, je les ai critiqués. Mais leurs enfants, eux, n'ont rien demandé à personne. Il est, ou plutôt, il est encore marié. Oui, toujours. Et sa femme? Parlons-en. Elle vient d'une lignée bien connue du côté de l'Ahouat, une famille qui pèse lourd, gens de la terre de la vraie richesse héritée transmise. Dans les casernes, tout le monde sait, Léam, c'est l'Ahouat. Et tout le monde connaît aussi son épouse que Dieu lui accorde encore de longues années, issue d'un clan local puissant, respecté, solidement enraciné dans la région, bien avant même qu'elle ne croise la route de ce général. Et puis entre nous, l'Ahouat, quelle belle région! Des gens d'une chaleur rare, accueillants, loyaux, fiers de leur terre. Ce n'est pas une ville, c'est un cœur battant dans le désert, un bijou humain dans un écrin de sable. Et cette ville a tant donné à l'Algérie. Mais imaginez la suite, Madame Le Schramm, avant même de porter ce nom, bien avant le mariage, possédait déjà ses propres biens, des propriétés de famille, des héritages anciens. C'était son patrimoine à elle, bien avant d'être l'épouse de... Et pourtant, récemment, ces biens les siens, pas ceux de son mari, ont été saisis par la justice militaire. Officiellement, lutte contre la corruption. En réalité, on a juste tout mis dans le même sac, confondu ses avoirs avec ceux de son mari condamné. Confisqué pour punir même si ça n'a aucun lien. C'est l'ère de la culpabilité par association. Mais au nom de quoi, dites-moi? Quelle est cette logique tordue qui permet de confisquer les biens d'une femme simplement parce qu'elle a épousé un général tombé en disgrâce? Ces propriétés-là, elle ne les a pas acquises hier. Elle les détenait depuis sa jeunesse. Oui, depuis qu'elle était jeune fille, pas mariée, pas encore mêlée à l'histoire de son époux. C'était son héritage transmis par sa propre famille. Donc à quel moment a-t-on décidé que cela relevait de la corruption? Où est le lien? Où est la preuve? Où est la logique? Franchement, il aurait suffi d'un détour, même rapide, par la Gouatte. Allez-y, demandez le nom de jeune fille de madame, interrogez 2 ou 3 anciens du coin, et vous verrez là-bas, tout le monde vous le dira sans hésiter. Cette femme-là, elle était riche avant même d'être une épouse de... Son patrimoine est ancien, connu, légitime. Et pourtant, on le lui a arraché comme si elle l'avait volé. C'est ça la justice. Vraiment, c'est donc ça qu'on appelle la Nouvelle Algérie. Si c'est ça, on est en plein cauchemar juridique. Et puis, sérieusement, pourquoi s'acharner sur elle? Pourquoi viser cette femme? Pourquoi s'en prendre à sa famille? Elle n'a rien signé, rien géré, rien commis. Elle est coupable de quoi exactement? D'avoir dit oui à un militaire? Tenez-vous bien, le fils de M. Léam, lui, n'était pas planqué dans un bureau climatisé. Non, il était pilote. Oui, pilote d'avion, et pas pour l'armée ni une compagnie d'État, mais pour une société privée bien connue à Hassim et Saoud Star Aviation. Une boîte sérieuse qui appartient à la famille Redmed, une autre grande maison originaire de l'Agouat. Et Star Aviation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un service de taxi aérien. 2 à 3 jets dans leur flotte utilisés pour transporter cadres, techniciens, ingénieurs, bref, le personnel des compagnies pétrolières internationales installées dans le sud du pays.
Parfois aussi des hommes d'affaires qui voulaient louer un vol rapide, discret. C'était ça son job pilote dans l'ombre au service de l'économie réelle, mais voilà que tout déraille. Un beau jour, des pressions commencent à pleuvoir sur Star Aviation. Pas pour une erreur professionnelle, pas pour une question de sécurité. Non, juste pour qu'ils arrêtent de faire voler le fils du général Schramm. Résultat, il est cloué au sol, et comme être pilote, c'est pas un boulot qu'on peut faire n'importe où. Sans autorisation, il se retrouve coincé. Pour voler, il faut accéder à des zones sensibles, sécurisées, avoir des accréditations spécifiques. Et lui, interdiction de quitter le territoire national, mis sous ISTN comme un criminel. Du coup, plus d'avions, plus de vols, ni à l'étranger, ni même à l'intérieur du pays. Même faire la navette entre Hassi Messaoud et Alger, on lui refuse. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Leham. Voilà la faute. Voilà le vrai motif. Et comme par hasard, à la tête du pays, aujourd'hui, on retrouve Saïd Chengria, lui et Leham. Une histoire personnelle. Une affaire qui sent la rancune à plein nez. Un vieux conflit devenu un règlement de compte à ciel ouvert. Résultat, le fils de Leham en paie le prix. Travailler, oublier. On lui a coupé toutes les ailes avant même qu'il puisse décoller. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas un conte à dormir debout. Vous pouvez tout vérifier. Je lance un appel clair à Abdedekil ou peut-être Abdid, peu importe qu'il se penche sur les faits que je dévoile. Et je dis à tous les Algériens et Algériennes à les demander aux familles concernées. Elles sont connues, visibles, on ne parle pas de fantômes ici. Prenez le cas du général-major Abdelhamid Riz, ancien secrétaire général du ministère de la Défense. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce qu'on lui a refusé la chimiothérapie pendant 7 longs mois. Parce qu'on lui a retiré jusqu'au droit de voir. Oui, littéralement, sa santé est en lambeaux. Et son fils, devinez quoi, lui aussi était pilote. Chez Air Algérie, était parce qu'on l'a stoppé net, on l'a mis sur la touche. Interdiction de voler, interdiction de travailler. Même punition que pour le fils Leham. Même acharnement, même injustice. Et là, je pose une question simple. Qu'a-t-il fait, ce jeune homme? Quelle faute? Quel crime? En quoi est-il responsable des actes supposés de son père? Est-ce lui qui a signé des ordres? Est-ce lui qu'on accuse? Non, rien, nada. Il paie juste pour avoir le mauvais nom de famille. Mais enfin, pourquoi le priver de son droit de bosser? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce jeune homme? Pourquoi l'empêcher de gagner sa vie? Pourquoi l'enfoncer socialement jusqu'à vouloir le réduire à l'état de misère? Et ce n'est pas un cas isolé. Prenez le fils du général Nasser Bamar, lui aussi pilote. Il volait pour Tassili Airlines. Puis il a monté en gradesse devenu chef d'escale. Sauf que voilà, Tassili a été absorbé par Air Algérie devenu Domestic Airlines. Et devinez quoi, sa carrière s'est arrêtée net. Pourquoi? Parce qu'il est le frère de Nasser Bamar, un colonel enfermé depuis avril 2024. Et pire encore, il est aussi le frère de Toufik Bamar, exilé politique, celui qui a osé parler, qui a dénoncé publiquement la répression exposée des scandales mis en lumière les méthodes opaques de l'armée. Alors on l'a puni par ricochet. Même formule, tu portes le nom, Bamar, tu paies. Résultat, il a été mis à l'écart, viré, éjecté, effacé des listes. Et pour faire bonne mesure, on l'a inscrit sur la liste ISTN, interdit de quitter le territoire. Et comme un pilote ne peut pas bosser sans autorisation de sécurité, devinez quoi? On les lui refuse. Accès bloqué aux zones aéroportuaires sensibles. Même pas besoin de plainte ni de jugement. Juste un nom. Et une vengeance administrative froide, implacable. Et le plus absurde dans tout ça, c'est qu'il n'est même pas placé sous contrôle judiciaire. Rien. Pas d'instruction, pas d'enquête, pas de procédure. Nada. On ne lui reproche rien de concret. La seule chose qu'on lui a infligée, c'est l'interdiction de quitter le territoire. Et pourtant, ça suffit à bloquer toute sa vie professionnelle. Résultat, il ne peut plus bosser. Même pas légalement interdit, mais déjà totalement écarté. Mais alors, pourquoi s'acharner sur lui? Pourquoi punir le frère du colonel, Nasser Bamar? Qu'a donc fait Ahmed Bamar? Où est sa faute? Où est le délit? Aucune plainte, aucun dossier, aucune instruction ouverte contre lui. Strictement rien. Il n'est visé par aucune affaire judiciaire.
Pourtant, il subit exactement les mêmes conséquences que s'il était coupable de tout. Et ce genre de traitement, il n'est pas réservé qu'aux hommes. C'est la même punition pour d'autres. Le fils du général Abdhamid Riz impeccable, d'une propreté irréprochable, transparent. Et pourtant, même sort. Et ce n'est pas fini les femmes aussi. Oui, même les épouses aujourd'hui ne sont plus épargnées. Tenez, laissez-moi vous emmener dans une autre histoire. Flashback retour entre 2019 et 2020. À l'époque, le patron de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, s'appelait Ben Miloud. Un général bien connu mais qu'on surnommait Kamel le Caniche. Pourquoi ce surnom? Eh bien, tout simplement parce qu'il adorait les caniches. Oui, ces petits chiens frisés. Et en Algérie, les caniches, ce n'est pas juste un animal de compagnie. Non, c'est un symbole, un truc à part, pas vraiment chien, pas vraiment chat. Dans l'imaginaire populaire, c'est l'animal des gens chics, des bourgeoises, des touristes européens. Un caniche, c'est l'anti-chien viril, c'est le raffinement qui dérange. Et lui, il en élevait avec passion. Il était, disons, particulier. Tellement que dans les couloirs feutrés de l'armée, il avait hérité d'un surnom pas très flatteur, Kamel le Caniche. Pourquoi? Parce qu'il adorait ces petites boules de poils frisées, ce qui, dans l'imaginaire collectif algérien, frôle l'hérésie, pour un haut gradé militaire. Un général qui aime les caniches inconcevables. Dans l'armée, ça ne passe pas. Alors on l'a classé dans la catégorie excentrique, un peu à part, un peu gênant. Et puis un jour, Kamel a disparu, emprisonné, emporté par une affaire floue, empoisonné littéralement ou symboliquement quelque part, entre fin 2019 et début 2020. Et depuis, silence radio. Aucun communiqué officiel clair, aucune explication concrète. Il faut rappeler qu'il n'était pas n'importe qui patron de la DCSA, la sécurité militaire. À l'époque, il appartenait au cercle de Gaïd Salah, jusqu'au jour où ce dernier a décidé de l'éjecter du jeu froidement. Fin de partie. Quand le château de cartes de Gaïd Salah a commencé à s'écrouler, Miloud a payé la note. Sans procès clair, sans dossier public, il a été écarté comme un pion gênant. Les autres généraux. On a au moins quelques pistes, des fragments de vérité, des rumeurs, des extraits de dossiers. Pour Miloud le néant, rien ne filtre. C'est le mystère complet. Ce qu'on sait, c'est qu'il traînait une réputation sulfureuse, qu'on lui attribuait des rôles troubles dans plusieurs dossiers sensibles. Mais jamais rien de confirmé. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'était pas seul. Il a une femme toujours vivante à notre connaissance, toujours mariée avec lui, malgré la prison, une femme éduquée, cultivée, une vraie tête bien faite et une sacrée personnalité. Pas du genre à se taire. Et ça aussi, c'est important. Et là, mes amis, on touche un moment fort. Un moment de courage brut. Un jour, à la prison militaire de Blida, alors que plusieurs familles de généraux emprisonnés étaient réunies, l'épouse du général-major Ben Miloud a explosé. Elle n'a pas chuchoté, elle n'a pas murmuré, elle a crié à plein poumon, elle s'est levée et a lancé « C'est terminé, on ne va plus se taire, rassemblons-nous toutes ensemble, direction le ministère de la Défense, on va s'y planter devant bloquer les portes s'il le faut et exiger d'être reçus par le nouveau chef d'état-major. » Et elle comptait bien lui dire ces 4 vérités. « Explique-nous pourquoi tant de brutalité. Nos maris, ce ne sont pas des voyous, ce sont des généraux comme toi, des militaires qui ont donné leur vie à cette nation. Et s'ils ont fauté, est-ce que la seule option, c'était la prison? Et cette prison-là, avec autant de violence, autant d'humiliation. Et elle n'a pas arrêté là. Elle a osé poser la question interdite. Et pourquoi faire payer leurs familles? Pourquoi cette vengeance étendue à leurs enfants, à leurs épouses? Pourquoi cet acharnement? Elle avait une idée, créer un collectif de soutien, lancer une mobilisation des proches de détenus. Mais elle n'a même pas eu le temps de mettre ça en place. La CPMI a débarqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la version militaire des services secrets, pas les flics, classiques, pas le renseignement civil. Non, la sécurité militaire, celle qui agit vite et sans détour, ils l'ont arrêtée, interrogée. Gardée pendant plusieurs jours d'après certaines sources, menacée, intimidée, et pour finir, ferme-la, tu ne recommences pas, sinon... Le plus incroyable, c'est que même les proches n'ont plus le moindre droit.
Pas celui de se rassembler, pas celui de soutenir leur mari, leur père, leur frère ou leur fils. Même parler devient un privilège interdit. Ils n'ont pas le droit d'évoquer les dossiers, pas le droit de poser une question, pas même le droit d'ouvrir la bouche. Silence forcé, silence obligatoire, silence humiliant. Et aujourd'hui, c'est encore pire, les enfants des généraux n'ont qu'à répondre à un message, discuter avec quelqu'un ou simplement mentionner l'affaire de leur père, et ils peuvent finir au poste. Les épouses, si elles osent se plaindre, si elles critiquent, si elles dénoncent ce qu'elles vivent, risquent exactement la même chose, arrestation, intimidation, harcèlement, mise sous enquête. Leur quotidien, c'est la peur. Leur horizon, c'est la menace. Voilà la réalité algérienne. On exige d'eux qu'ils s'inclinent, qu'ils acceptent l'injustice qu'ils avalent, là au gras en silence. Et surtout qu'ils se taisent. Tu parles, on t'écrase. Tu protestes, on t'écrase encore plus fort. Et dans un monde pareil, comment s'y retrouver? Franchement, je ne comprends pas. À ce point-là, qu'ils rétablissent directement la peine de mort, qu'ils assument ce qu'ils font déjà par d'autres moyens, au lieu de laisser ces généraux dépérir dans des cellules insalubres, au lieu de les condamner à mourir lentement en les privant de soins, de visites, de dignité, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique, qu'ils les exécutent ouvertement comme aux heures les plus sombres du Moyen-Âge. Au moins, ce serait cohérent avec la brutalité actuelle. Et voilà le plus terrible même durant les années noires, même au cœur de la folie terroriste des années 90, les groupes islamistes n'allaient pas aussi loin dans la brutalité envers les familles des militaires. Eux-mêmes reconnaissaient des lignes rouges. Ils disaient « Ce général-là, on ne touche pas sa famille ». Ils tuaient, oui, mais pas avec cette férocité envers les proches. Pas de cette manière-là. Pas avec une haine aussi systématique. C'est dire à quel point les purges internes, les règlements de compte et cette vengeance maladive qui gangrène l'appareil militaire depuis 2019 ont laissé des traces encore plus profondes, plus destructrices, plus immondes que les actions armées des groupes terroristes des années 90. Et si je le dis, c'est parce que c'est la réalité froide, brutale, insupportable. Et oui, je sais, ce que je suis en train de déclarer va en heurter plus d'un. Ça va provoquer un choc. Je le sais parfaitement, mais j'assume. J'assume visage découvert sans me cacher. Ce que je vous dis là, c'est brut, c'est cru, mais c'est la réalité. Ce n'est pas un récit entendu quelque part, c'est mon vécu. Moi aussi, j'ai vu ma famille traîner dans la boue. Moi aussi, on m'a arraché mes enfants. Moi aussi, j'ai payé le prix fort de cette machine infernale de vengeance politique, de cette mécanique impitoyable qui broie ceux qu'elle vise. Alors comment ne pas ressentir profondément ce que vivent les familles de ces détenus militaires? Comment ne pas me tenir à leur côté quand je sais, pour l'avoir subi, à quel point leur douleur est réelle et injuste? Ce conflit, il est personnel. C'est entre lui et Akrom ou Saïd B. C'est un règlement de compte d'homme à homme. Mais qu'on épargne donc les filles, les femmes, les enfants. Ce n'est pas à eux de payer. Regardez le cas de l'épouse du général-major Ali Akrom. Même des soins médicaux lui sont refusés à l'hôpital militaire d'Aïn Nahaja. Même souffrante, on lui claque la porte au nez. Ce n'est plus une confrontation entre adultes responsables, c'est du harcèlement pur et simple. Quand on s'en prend à ceux qui n'ont rien à voir avec le conflit, surtout des femmes et des enfants, ce n'est plus du courage. C'est de la lâcheté, une lâcheté crasse. La lâcheté chez nous, ce n'est pas seulement un défaut, c'est une tache sur l'honneur. Dans notre culture, elle est synonyme d'humiliation. Et tôt ou tard, ceux qui se sont abrités derrière leur couardise pour tourmenter les autres goûteront au même sort qu'ils ont infligé sans pitié à leurs victimes. Ce que je fais ici, ce n'est ni un cri de rage, ni une vendetta médiatique. Ce n'est ni haineux, ni revanchard. Ce que vous entendez, c'est un exposé rigoureux de faits tangibles, documentés, sourcés, que je partage avec responsabilité. Je ne fais que dévoiler une réalité que d'autres préfèrent cacher. Mais surtout, ce message s'adresse à ceux qui tiennent les rênes du pouvoir en Algérie, arrêter cette spirale de représailles. Mettez un terme à cette dérive brutale, à cette logique de punition sans fin. En agissant ainsi, ce n'est pas seulement vos victimes que vous salissez, c'est votre propre image, votre propre nom, votre propre histoire. Car si aujourd'hui personne ne vous demande de compte, ni les citoyens ni les institutions,
Si la justice reste silencieuse, sachez qu'un jour viendra où une autre autorité bien au-dessus de la vôtre exigera des explications. Appelez-la comme vous voulez, conscience, histoire ou justice divine. Mais ce jour-là, vous ne pourrez pas fuir.